suis désolée. Marhabikom, bienvenue à l'Institut français de Tunisie. Nous sommes au cœur d'une séquence intitulée « Quelle humanité pour demain ?» qu'on a co-organisée avec l'ambassade du Sénégal, une scène ouverte aux idées, aux artistes francophones dans le cadre du mois de la francophonie. La francophonie, c'est cet espace de liberté qui favorise notamment la parole féminine, qui lui donne toute la place qu'elle mérite. Des femmes écrivaines ou artistes pensent le monde différemment et le font savoir. Elles s'expriment en toute liberté et font valoir leurs droits. Je me réjouis d'accueillir cette table ronde réunissant ces femmes libres penseuses. Et quelles femmes! Des femmes de talent, engagées, militantes, que rien ne fait reculer et dont les voix comptent et savent surtout se faire entendre dans le vacarme de ce monde dans lequel nous vivons. Je salue donc les présences avec nous sur scène de Germaine Acogny, figure historique de la danse contemporaine en Afrique qu'on ne présente pas, fondatrice de la mythique Moudra Afrique avec Maurice Béjart et du projet formidable de l'École des Sables, son École des Sables au Sénégal. Le 17 février 2021, Germaine Acogny a reçu le Lion d'Or de la danse à la Biennale de Venise. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse parce que c'est une récompense suprême qui reconnaît non seulement son parcours, sa carrière, mais son talent. Et je suis très heureuse et très fière de ça, chère Germaine. Nancy Houston, qu'on ne présente pas du tout, mais écrivaine, essayiste, musicienne, plus de 40 ans d'écriture à fouiller dans les tiroirs intérieurs de l'âme. Nancy, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Aïda Diop, qui arrive de Dakar. Vous avez publié votre premier ouvrage « Expérience de vie vers une aube nouvelle » en 2020 aux éditions L'Harmattan. Nadia Grab, qui est enseignante et écrivaine, je crois tunisienne de cœur. Vous vivez entre l'Égypte, votre pays d'origine, la France et la Tunisie. Et vous avez publié un premier recueil de nouvelles, « Dépassement » en 2019 aux éditions Arabesque. Faouzia Zouari, qu'on ne présente pas non plus, surtout pas en Tunisie, écrivaine, journaliste franco-tunisienne, qui essaie de réconcilier l'Orient et l'Occident à travers son écriture, et qui a notamment reçu en 2016 le prix des 5 continents de la francophonie pour son livre « Le corps de ma mère », voilà, aux éditions Joël Losfeld. Et nous avons également à distance, que vous verrez à l'écran depuis ailleurs, Djali Amadou Amal, qui est une militante féministe et écrivaine camerounaise. Je vous salue et j'espère que vous nous entendez correctement. Vous êtes lauréate en 2019 du premier prix Orange du livre en Afrique et vous avez notamment pour votre roman Les Impatientes, publié en 2020 chez Emmanuel Colas, reçu le prix Goncourt des lycéens ainsi que le choix Goncourt de l'Orient et le choix Goncourt du Royaume-Uni. Voilà. Bonjour. Et enfin, Penda Diouf, autrice de théâtre, comédienne. Ses pièces traitent de questions d'identité, de l'oppression, du patriarcat, mais aussi des méfaits de la colonisation. Elle a été empêchée d'être parmi nous ce soir, mais elle sera dans quelques semaines en résidence à la Villa Salambo, lieu de résidence d'artistes ici en Tunisie. Elle partagera avec nous ce soir quelques extraits de son texte. Elle partagera également, je crois, avec Nancy Houston. Voilà, donc c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous réunir ce soir. Je remercie bien sûr Taïsi Ben Nasser, qui documentariste et journaliste, réalisatrice notamment du documentaire La Révolution est là, qui va animer cette table ronde. Je voudrais saluer la présence de Madame l'ambassadeur du Sénégal, chère Ramatoula Bafaye. C'est toujours un plaisir de vous avoir et surtout un honneur d'avoir organisé avec vous cette semaine. De Monsieur l'ambassadeur du Canada également. Je vous salue. Du professeur Magaye Kassé, notre invité également du Sénégal. Je voudrais saluer également mon ami et le grand chorégraphe burkinabé Salia Sanou. Nous lui devons la présence à la fois de Nancy Houston et de Germaine Acogny, toutes les deux interprètes dans son spectacle multiple
spectacle que nous accueillerons, en tout cas que la Cité de la Culture, accueillera à notre invitation vendredi soir à 19h. Et je vous invite vraiment à ne pas rater ce beau moment de poésie, de danse et de beaucoup d'autres choses, et d'humanité en général. Un beau challenge, en tout cas, que de réunir deux grandes icônes de la littérature et de la danse, notamment, ainsi que le musicien Babix, évidemment, sur ce plateau. Et c'est finalement cette initiative qui nous a donné l'idée de cette table ronde construite autour d'un dialogue intergénérationnel et multiple avec d'autres femmes libres penseuses. Je voudrais remercier enfin, et pour terminer, les librairies El Kitab et Clairefontaine qui sont avec nous et qui ont en vente un certain nombre de vos livres, mesdames. Et je terminerai évidemment en remerciant la Faculté des Lettres et des Humanités de la Manouba qui accueillera demain Nancy Houston pour un masterclass. Il sera retransmis en direct sur nos pages Facebook, comme d'ailleurs tous les événements et comme cette table ronde également. Sachez qu'au-delà du public qui est encore peu nombreux parce que les gens n'ont pas encore tout à fait repris le chemin du présentiel, comme on dit, nous sommes très largement suivis sur les réseaux sociaux et l'avantage de ce que nous a appris cette crise, c'est que les rencontres comme celle-ci, non seulement se regardent à distance, mais se repartagent aussi de nombreuses fois. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'entendre vos libres pensées pendant quelques semaines encore. Voilà, et puis je terminerai simplement en disant qu'on va terminer cette semaine très fort aussi en littérature, puisque nous accueillerons samedi la tenue de la 6e édition du Goncourt Choix de la Tunisie, ici même à 14h. Un grand moment aussi qui réunira des élèves des 24 gouvernorats, près de 300 élèves qui ont participé et qui participent et qui vont voter pour le choix de la Tunisie pour le Goncourt parmi les 4 finalistes. Donc, puisque vous êtes certainement en partie d'entre vous amateurs de littérature, je vous invite vraiment à venir entendre ces lycéens et lycéennes samedi, ici, l'après-midi. Voilà. Bonne soirée, bon débat surtout, et merci à Taïsir. On va juste enlever ce pupitre qui n'est pas très agréable pour les autres. Voilà. C'est bon ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Alors moi, je suis très émue et très honorée d'animer cette table ronde autour d'aussi grandes dames. Merci à vous d'être là. Le titre de la table ronde, c'est Libre penseuse. Vous vous êtes toutes plus ou moins positionnées sur des questions de société. Mais j'aimerais tout d'abord commencer par Germaine Acconi. Parce que tout à l'heure, donc c'était pas du tout prévu cette question, mais tout à l'heure, j'ai lu dans une interview qu'on vous a dit à une époque, à 39 ans, que vous deviez arrêter et laisser la place aux jeunes. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Vous avez répondu, mais chez nous, les vieux dansent toujours et jusqu'au bout. Vous allez danser jusqu'au bout, Germaine Acconi ? Bah oui, je vais avoir 77 ans au mois de mai. Et je suis très heureuse de danser encore avec Salia et d'avoir justement ce dialogue intergénérationnel. Ah oui, je ne parle pas assez fort. Bon. Et par la parole d'abord et par le corps, parce que le corps ne ment pas. Et tant que je peux m'exprimer avec mon corps, parce que souvent les gens me disent « Ah ben tu ne vas pas prendre la retraite ?» Ah je dis « Mais la retraite, vous voulez que je sois garée comme une voiture et que rouillée? Ben moi, je marche, je danse et tant que je pourrai, eh ben je vais danser. » Bravo. Alors justement, vous venez d'évoquer le corps. Dans le spectacle que vous allez présenter donc, le 2 avril à la Cité de la Culture, il est question donc, des identités multiples, des mots et des gestes, et à travers le geste, le mouvement, et à travers le mouvement, le corps.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce corps et de quoi hérite-t-il? De quoi se souvient-il? Et qu'est-ce que le corps transmet? Bon, moi, j'ai une histoire très belle. Je suis née au Bénin, donc, et j'ai grandi au Sénégal. Donc, je dis, j'ai la chance d'avoir l'instinct béninois et le geste sénégalais. Donc, je suis arrivée à l'âge de 4 ans. Au Sénégal, quelquefois, les gens pensent que je ne comprends pas Wolof, mais je dis, c'est-à-dire, si tu me critiques, tu sauras que je comprends le Wolof. Donc, j'ai la chance d'avoir cette multiple identité. Ben, je suis mariée à un Allemand. Je ne comprends pas allemand, lui ne comprend pas Wolof, mais je n'ai pas envie d'être allemande, lui non plus. On se rencontre et nous faisons des choses ensemble, comme l'école, nous avons créé l'école des sables, qui reçoit tous les danseurs du monde entier, surtout de l'Afrique, et nous invitons aussi les autres danseurs. Et je dis que le corps ne ment pas. Et surtout, ce qui est important, c'est que les gens peuvent comprendre le geste suivant leur éducation, suivant leur vécu. Et quelquefois, ils disent, mais vous avez voulu dire ci, vous avez dit ça. Je dis, ah oui, ça peut être cela. Et j'invite nos gouvernants qui ne considèrent pas assez la danse, parce que c'est un moyen d'éducation. Et je dis toujours que quand on ne parle pas la même langue, c'est un moyen de véhiculer les messages à travers le monde, d'abord en Afrique et à travers le monde. Donc, le corps, c'est quelque chose d'important, mais ils ont peur du corps. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et quelquefois même, il y a quelqu'un qui me dit, parce que moi, j'ai reçu le baptême, le baptême musulman, je suis née le jour de la Pentecôte, et j'ai reçu donc, je suis catholique, ma grand-mère était une animiste, et je m'appelle Germaine Marie Pentecôte Seynabou. Donc, ce syncrétisme, je l'assume. Et quelqu'un me dit, mais Aram, je dis, excusez-moi, je pense que le prophète Mahomet, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour le corps, parce que 5 fois par jour, il vous dit de vous lever, de vous asseoir. Ce sont des exercices. Et moi, le vendredi, quand tu voyais tous ces gens à la mosquée qui se lèvent, ils sont en blanc. Je dis, c'est le plus grand chorégraphe du monde. Parce qu'en voyant tout ça, eh bien, je crois en Dieu. Donc, le corps, c'est quelque chose de merveilleux. Et on nous essaye de nous brider avec ça. Et ça, il faut qu'on se défende. Voilà. Merci beaucoup. C'est très beau ce que vous dites. Merci. Mais j'aimerais beaucoup entendre aussi Fawzi Azouel sur le corps. Alors déjà, sachez qu'au moment où je terminais la dernière phrase de votre roman qui m'a bouleversée, donc le corps de ma mère, donc on m'a appelé à ce moment-là pour animer cette table ronde. Donc j'ai trouvé que c'était une coïncidence incroyable, ce livre que vous avez écrit en 2016. Et dans ce roman, qui est, je ne sais pas, peut-être une forme de biographie fictionnelle, je ne sais pas trop comment est-ce que vous le définissez, vous, le corps semble être celui qui tient la mémoire maternelle et qui tient aussi quelque part les traces du passé. Et dans ce livre, vous avez beaucoup transgressé, Fawzi Azouari. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez donné, vous vous êtes donné plutôt la liberté d'écrire sur ce qui doit être tu quelque part. Mais finalement, de ce que je comprends de vos écrits, écrire était déjà en soi une transgression. Oui, d'abord, je me suis aventurée à décrire le corps interdit, qui est celui de ma mère, le corps sacré. Et souvent, dans la littérature maghrébine, souvent les écrivains qui parlent de leur mère, je parle des hommes, sont toujours dans une sorte d'admiration et de vénération qui fait qu'on ne touche pas à certaines choses de la mère, au corps, à ses amours, à tout ce qui est de l'ordre du concret. Donc peut-être que c'est un petit peu ma tendance, c'est aller à contre-courant de ce qui se fait. Et peut-être que c'est une parole féminine que pour une fois, on dise la mère, elle n'est pas aussi sacralisée que ça. Et donc, j'ai dévoilé son corps que je n'avais pas vu parce que je ne voyais pas le corps de ma mère qui était voilé. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, je le raconte, il a fallu que ce soit à l'hôpital, quand l'infirmier a soulevé le drap, j'ai vu
là, le haut de poitrine de ma mère, et c'est la première fois où j'ai vu tatouer 2 palmiers, alors que nous ne sommes pas du tout dans une région du Sud, nous sommes du Kef, c'est le grenier de Rome, ça n'a rien à voir avec les palmiers. Je me suis posé cette question, mais pourquoi ma mère s'est tatouée un palmier? Une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Mais alors, j'admire celles qui parlent de leur corps, parce que moi, je n'en ai pas eu. Je dis ça parce que, donc, après le corps de ma mère, le prochain, ça va être un livre sur mon enfance. Et j'ai beau chercher, jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne trouve pas de corps. C'est impossible. Je trouve les jeux, je trouve les lieux, les espaces, tout, mais je ne trouve pas mon propre corps. Ce qui fait que quand j'essaye de me décrire, eh bien, il n'y a rien. Il y a juste un nombril, j'étais très très maigre, je me souviens d'un nombril, c'est tout, qui coupe le corps en 2. Et la première fois que j'étais en Italie, j'ai vu les sculptures de Giacometti, et je me suis dit, mais Giacometti, c'est le nombril d'abord. Et la prochaine fois, vous avez regardé une exposition de Giacometti, tout est dans le nombril. Et moi, c'était ça, je n'avais pas de corps. Et il se trouve qu'à 12 ans, j'ai subi, je suis d'une autre génération, ça étonne beaucoup de mes lecteurs parce qu'ils disent, mais ça, c'est en Tunisie, etc. Ben oui, moi j'ai vécu comme ma mère pratiquement avait vécu, j'ai subi le rite quand on scelle la membrane d'une jeune fille, donc il y a une formule magique avec laquelle, en principe, aucun mal ne peut s'approcher du corps d'une fille. Et donc moi qui croyais arriver à l'âge où enfin je pouvais mettre la main sur mon corps, eh bien avec une formule magique je le perdais de nouveau et je ne le retrouverai que des années plus tard. Donc voilà, je suis une absence du corps. Comme je suis, si vous débattez de la libre pensée, je suis une absence de liberté de penser jusqu'à un certain point. Parce que les libres penseurs, ou penseuses encore plus, c'est peut-être quelque chose d'assez, dans notre monde arabo-musulman, d'assez difficile à réaliser ou à penser. C'est même un impensé, je dirais. Merci, Fawzia Zouari. Alors justement, ça me permet de rebondir sur une phrase très connue de Virginia Woolf qui dit sur les conditions d'accès à l'écriture, elle dit une femme doit avoir de l'argent et un lieu à elle si elle veut écrire. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes conditions-là sont nécessaires? Y a-t-il peut-être de nouvelles conditions? Et peut-être que celles-ci ne le sont plus. J'aimerais poser cette question. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois vous prévenir à l'avance? Non, c'est bon, d'accord. J'aimerais poser cette question à Djaïli Amadou Amal. Bonsoir. Il va certainement apparaître sur l'écran. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? Oui. Alors, vous connaissez sans doute la fameuse phrase de Virginia Woolf qui dit qu'une femme doit avoir de l'argent et un lieu à elle si elle veut écrire. Et vous qui écrivez, est-ce que vous considérez que ces conditions sont aujourd'hui encore nécessaires et peut-être qu'il y a d'autres conditions pour qu'une femme écrive aujourd'hui? Eh bien, merci beaucoup pour la question. Pour commencer, pour moi, je le dis toujours, la littérature m'a carrément sauvé la vie. J'ai été mariée dans le cadre d'un mariage forcé à l'âge de 17 ans. Et ça a été une expérience très difficile pour moi. Je suis passée par toutes les phases de dépression, de la fugue, aux tentatives de suicide, etc. Je me suis trouvée grâce à la littérature. Évidemment, à ce moment-là, j'ai juste pris un carnet, tout simple, bêtement. Je me suis mise à écrire et je me suis rendu compte qu'en fait, j'écrivais une autobiographie. Je racontais mon histoire et ça m'a fait tellement de bien que ça m'a donné la force de partir et de me trouver. Eh bien, oui, dans notre société, évidemment, où on a besoin de la permission de la personne qui est responsable de vous, c'est-à-dire soit de votre époux, soit de votre père, pour pouvoir vous exprimer. Pire encore, en Afrique subsaharienne, évidemment, pour trouver un éditeur, ce n'est pas du tout facile. Et dans la plupart du temps, les romans sont édités à compte d'auteur, donc il faut avoir un certain
montant pour pouvoir déjà accéder à l'édition. Et bien évidemment, avoir non seulement un lieu, mais aussi également avoir de l'argent permet justement d'accéder à ce monde-là. Et finalement, il y a de très, très beaux textes qui se retrouvent totalement perdus parce que justement, la personne qui l'a écrite n'a pas les moyens. Merci. Du coup, je pose la question à Pendia Diouf également. Est-ce que vous avez rencontré des freins dans votre travail d'écrivaine ou de comédienne en tant que femme? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous... Parfait. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation et cette table ronde. Pour répondre à votre question, oui, je pense que j'ai également été touchée en fait par une forme de discrimination, même si il est difficile de la prouver et difficile de dire. C'est aussi ça la difficulté quand on est une femme, c'est aussi de dire qu'on a été touché à tel ou tel endroit parce qu'on a toujours le doute en fait. Et en fait, j'ai juste quelques chiffres à partager avec vous et il me semble que ces chiffres sont assez parlants sur l'écriture et notamment l'écriture théâtrale et la place des femmes dans l'écriture théâtrale. Donc, c'est des chiffres qui viennent de la charte de l'égalité qui a été faite par plusieurs autrices sous l'égide en fait de la DGCA. Et donc, il s'est dit que pour la saison 2019-2020, donc la saison qui s'est tout juste écoulée, la part des autrices du texte de spectacle était de 31% pour les théâtres nationaux, 28% pour les centres dramatiques nationaux et 26% seulement pour les scènes nationales. Donc, ça montre combien l'écart, en fait, est important entre les hommes, les auteurs, en fait, qui sont à 70% représentés dans ces structures-là nationales et les femmes qui représentent un quart, voire un tiers, en fait, des programmations. Donc, ça en dit beaucoup sur le travail qui nous reste à faire, à nous, femmes autrices, en fait, pour avoir autant de visibilité que les hommes. Merci, Pendia. Du coup, j'ai bien envie de vous entendre aussi, Aïda Diop, sur cette question. Vous avez publié votre premier livre en 2020, c'est ça? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour écrire en tant que femme? Bonsoir. Permettez-moi d'abord de remercier Madame l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie, Madame Ramatoulaye Faye, qui m'a vraiment invitée à rencontrer ces belles femmes, je dirais. Voilà, remercier Madame Sophie Renaud, de l'Institut français. Et par rapport à votre question, j'ai eu la chance de ne pas avoir de difficulté à éditer mon livre. Nous avons les éditions Harmattan du Sénégal, et où je suis allée voir mon éditeur qui a pris qui m'a... Excusez-moi, je suis un peu stressée, voilà, très émue, mais j'ai honnêtement pas eu de difficulté à éditer mon livre. D'accord. Et dans le travail d'écriture, parce que d'après, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit de votre journal intime, c'est ça, voilà, qui reprend vos écrits entre, je crois, la vingtaine jusqu'à vos 41 ans. J'ai tenu un journal intime à l'âge de 19 ans. Jusqu'à 22 ans, je me suis mise à écrire, à regarder mon monde, observer mon environnement, ma vie. Et de 19 ans à 43 ans, j'ai noté tout ce qui se passait autour de moi, ma vie. Je me suis mariée entre-temps. J'ai eu à chercher du travail, avoir des travails précaires. Et en observant mon monde, je notais à chaque fois ce qui se passait autour de moi. Et comme étant une femme introvertie, qui ne parlait pas, je n'avais pas d'amis, je n'avais personne à qui me confier, j'avais toujours le journal où je notais tout. Et avec le temps, je me suis dit, pourquoi pas. En 96, j'avais 19 ans. En 99, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire un livre? Je ferai de ce journal un livre. Aujourd'hui, il est là. Il est là, oui. Aujourd'hui, il est là. Je suis très heureuse de réaliser un rêve de pouvoir sortir mon livre. Bravo. Et vous, alors?
Nadia Rab, vous avez fait un grand écart, vous. Hein, on est d'accord? Vous étiez professeure et chercheuse en énergie renouvelable. Et puis, une fois à la retraite, vous avez écrit un livre qui est un roman, non pardon, 8 nouvelles, c'est ça, qui s'appelle Dépassement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire? Merci Taïsir. Je vais répondre à votre question, mais si vous permettez, je vais prendre une petite minute avant pour faire un hommage à une femme libre penseuse de mon pays qui a vraiment toute sa place ici. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit quand elle était en prison pour ses idées. Alors elle a écrit « Je continuerai à écrire. J'écrirai même s'ils m'enterrent. J'écrirai sur les murs s'ils me confisquent crayons et papier. J'écrirai par terre, sur le soleil et sur la lune. L'impossible ne fait pas partie de ma vie. » Peut-être que beaucoup de personnes ont reconnu la voix de Nawel Saadawi qui vient de nous quitter et qui était vraiment une libre penseuse authentique dans le monde arabe et musulman, ce qui ne va pas de soi. Voilà. Je tenais vraiment à ce qu'elle soit un petit peu présente dans nos pensées aujourd'hui parce qu'elle le mérite. Bon, alors pour revenir à votre question maintenant, si vous permettez, est-ce que je peux rebondir aussi sur la phrase de Virginia Woolf? Oui, bien sûr. Parce que c'est en lien avec ma réponse aussi. Alors Virginia Woolf disait, pour écrire, il faut de l'argent et une chambre à soi. Moi, je transformerai, dans mon cas, légèrement en disant, pour écrire, il faut du temps et une disponibilité d'esprit. Le temps et l'argent, c'est un peu lié, parce que quand elle dit de l'argent, c'est parce que l'argent permet d'avoir du temps. Et on dit souvent, le temps, c'est de l'argent. On dit ça, soi-disant, pour valoriser le temps. Or, en réalité, le temps est infiniment plus précieux que l'argent. Parce que l'argent, on peut le perdre et on peut en gagner de nouveau. Tandis que le temps, il s'en va de façon irréversible. Et moi, j'ai toujours manqué de temps dans ma vie pour écrire. Alors, je reviens donc à votre question. Et une chambre à soi, pour moi, c'est un espace mental où on est disponible à l'écriture, où on n'a pas d'autres soucis. Ça, c'est très, très important. Et je crois que c'est un petit peu ça, l'idée d'une chambre à soi. Alors, ce grand écart, eh ben, moi, quand j'ai fait mon orientation, c'est-à-dire quand je devais choisir, d'abord, j'ai toujours été passionnée par l'écriture, la lecture et aussi l'écriture. Et quand je devais choisir entre un bac scientifique et un bac littéraire, ça a été un martyr, parce que j'aimais beaucoup les maths et la physique, et j'aimais énormément la littérature. Et j'ai fait un raisonnement qui a l'air simple. Je me suis dit, si je fais un bac littéraire, je ne pourrai jamais faire des maths ou de la physique pour le plaisir, tandis que si je fais un bac scientifique, je pourrai toujours faire de la littérature et écrire pour le plaisir à côté de ma profession. Le raisonnement a l'air parfait, mais il est faux, justement à cause du temps. Parce que quand on est enseignante, quand on dirige une équipe de recherche, quand on est mère de 2 enfants, quand on a un foyer duquel il faut s'occuper, etc., eh bien, malheureusement, il ne reste pas du tout de temps pour l'écriture. Alors, j'ai pas réussi à faire en parallèle les deux, comme je souhaitais le faire. Et dès que j'ai pris la retraite, je me suis dit, je vais les faire en séquence au lieu de les faire en parallèle. Voilà. Merci. Nancy Houston, bonsoir. Bonsoir. Vous avez beaucoup écrit sur la femme, sur le féminisme. Est-ce que vous vous considérez comme féministe ? Oui, je préfère éviter ces mots parce qu'ils recouvrent trop de choses. D'ailleurs, si on est contre si on, par exemple, on est un Africain-Américain, on va pas dire je suis noiriste, n'est-ce pas? On va dire je suis antiraciste. Donc moi je suis antisexiste. C'est plus simple. Je pense pas que les femmes soient toutes formidables, etc. D'accord. Vous vous êtes engagée, vous, dans le mouvement des femmes dans les années 70 ? Absolument, non. Et ça a été décisif pour moi, le combat dans le mouvement des femmes. Moi, je préfère dire ça.
D'ailleurs, la non-mixité a été très importante pour moi à cette époque. Il y a eu des grandes discussions en ce moment autour de ça, pour d'autres raisons, en France actuellement. Et je sais que le fait d'être avec des sœurs et d'être en train de travailler à un projet politique commun, dans la joie, dans une sorte de sentiment de festivité presque, en tout cas de camaraderie intense, ça m'a énormément apporté. Enfin, ça a été, mes premiers textes sont parus dans ce Mais justement, c'est ça. Est-ce que c'est ce militantisme dans lequel vous étiez qui vous a amené à écrire? Tout à fait. Enfin, j'écrivais avant, mais ça m'a amené à publier. Et je dirais que c'était d'emblée littéraire, c'était un militantisme si on veut, mais c'était pas des discours politiques forcenés, c'était tout de suite des textes de critique de livres, des textes plus de l'ordre de la fiction, de la réflexion. On disait toujours des textes d'ailleurs plutôt que des articles, ça faisait plus sexy. Et moi, je n'oublierai jamais. Voilà, je garde des amis, mes amies copines, mes amies femmes sont indispensables encore maintenant. J'ai toute une petite bande d'amis. On est 5. On s'appelle les Sœurcières. Voilà, Sorcières, c'est la première revue qui a publié mes textes en 76. Et là, c'est mes Sœurcières et on s'écrit tout le temps. Merci. On va revenir un petit peu au spectacle multiple. Ces mots sur scène qui deviennent des mouvements. Et justement, autour d'ailleurs de cette table ronde, il y a des identités multiples. Alors, je les ai notées. Alors, il y a des Françaises, des Sénégalaises, des Tunisiennes, des Égyptiennes, une Canadienne, une Camerounaise. Vous avez beaucoup écrit sur l'exil, Nancy Houston, sur le déracinement, sur je vous cite, les identités accumulées et contradictoires. Vous dites que vous vous sentez en exil depuis toujours. Quelle liberté offre l'exil et quel déchirement génère-t-il ? Maintenant, ça fait tellement longtemps que c'est mon état vraiment naturel. Pour moi, c'est un pur avantage. Je pense qu'on ne peut pas vraiment généraliser sur l'exil parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout de nos jours, qui s'exilent pour des raisons dramatiques, économiques, politiques. Ils sont contraints, poussés à l'exil, à la migration. Et je trouverais très prétentieux de comparer ma situation à la leur. J'ai toujours eu un exil choisi, ce qui ne veut pas dire que ça a été sans douleur, mais je crois que c'est une douleur à laquelle je tiens beaucoup. J'aime cette friction entre mes identités. J'aime avoir une excuse pour être une mauvaise Canadienne et une mauvaise Française, pour ne pas être au courant de ceci et cela parce que, je sais pas, je suis de l'autre côté, etc. Et puis, comme j'ai beaucoup voyagé aussi, et j'étais en train de penser au syncrétisme de ma chère Germaine et depuis l'enfance, on a été dans le syncrétisme. J'ai été élevée par une Allemande catholique, mais mes parents étaient protestants, donc j'ai été baptisée 2 fois, une fois dans une église protestante, une fois dans l'église anglicane. Puis j'ai vécu avec des juifs, mon père est devenu bouddhiste sur la fin de sa vie, enfin c'est n'importe quoi. J'étais en train de penser que je suis amoureusement syncrétiste aussi parce que j'ai vécu plusieurs années avec un Américain, un Français, un Bulgare, un Suisse et maintenant un Haïtien. Donc c'est assez du syncrétisme aussi. Et je trouve que la créolisation est l'avenir du monde. Mais est-ce que justement cet exil-là vous a aidé dans votre travail d'écriture? Complètement. On ne peut pas, si on coïncide trop avec soi-même, je crois que c'est vrai de tous les arts, mais notamment de l'écriture, on n'a pas la distance nécessaire pour cadrer. Tous les arts ont besoin du rectangle, quelque part, de dire où est le cadre. La scène, la toile, la page, on a besoin de limites.
C'est ça qui aide aussi. Et l'écriture, pour moi, c'est trouver une distance qui me permet y compris de voir ma propre vie comme une histoire, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Comme on a beaucoup déménagé quand j'étais petite, j'étais toujours la nouvelle à l'école, j'ai pris l'habitude très tôt de me glisser dans le regard des autres pour essayer de savoir comment m'intégrer et tout. Et ça a été probablement le début de ma vocation. Et vous, Germaine Acconi, sur la question de l'exil et des identités multiples, est-ce que ça vous a... Est-ce que c'est des questions qui vous habitent dans votre travail, dans votre artistique? Je vais me comparer à un escargot. Dans ma technique de danse qui est liée à la nature, le cosmos, vous savez, le soleil, c'est la poitrine, la lune, c'est les fesses, la demi-lune, la lune, c'est les fesses, le pubis, les étoiles, donc un cosmos qui nous habite. Et donc, moi, je suis très inspirée par la nature pour créer mes mouvements. Et il y a un mouvement qui s'appelle l'escargot. Donc, l'escargot est toujours avec sa maison partout. Donc, partout où je me trouve, j'emmène avec moi des objets et je mets là, à cet endroit, ma maison. Et la scène aussi, c'est ma maison. Je reçois les gens chez moi. Donc, et puis, bon, je suis mariée à un Allemand. Quand je suis là-bas aussi, je mange allemand. Ou bien en France, on mange traditionnel. Mais je mange tout cela, ça vient en moi et je reste bien enracinée dans ma culture. Je prends des influences d'ailleurs, mais je reste moi, c'est-à-dire Germaine, mais avec d'autres influences bien implantées dans sa culture d'origine. Mais tout cela, pour moi, c'est une chose que nous avons réalisée avec Helmut, c'est l'école des sables. Nous avons construit un village de la danse. Et quelquefois, il me dit, il n'avait jamais rêvé vivre en Afrique. Il connaissait pas du tout l'Afrique. Mais on lui avait prédit qu'il vivrait dans un pays coloré. Donc, comme je dis toujours à tous mes danseurs, vous pouvez vous marier avec des jaunes, des blancs, ramenez-les en Afrique pour continuer à battre. C'est les nouveaux esclaves, en fait, vous venez pour bâtir notre pays, parce que si nous bâtissons notre pays, ils ne vont pas partir avec la maison sur le dos, nous allons construire. Mais donc, elle nous s'est intégrée chez nous, mais il a toujours, bien sûr, c'est normal, cette nostalgie, on va de temps en temps dans son pays, mais je dis, mais nous avons créé un village, et là, l'école des sables, c'est vraiment chez nous. En tout cas, c'est ma maison, et je reçois tous ceux qui veulent venir à l'école des sables avec plaisir. Merci. Voilà. Fawzi Azouari, vous aussi, vous avez écrit sur les questions liées à l'identité. Et vous dites notamment dans le livre sur le corps de ma mère que non seulement j'ai osé écrire, mais en plus j'écris en français. Il faut du courage quand on est tunisienne pour écrire en français. D'abord, je vais reprendre les choses et tout recommencer. Vous ne m'avez pas posé la question de l'argent. Parce que j'ai entendu dire, moi j'ai toujours manqué de temps. Eh bien moi j'ai toujours manqué d'argent. Et c'est ça le plus terrible, parce que, en fait, vous n'avez pas le temps pour vous consacrer entièrement à l'écriture. Et l'écriture, c'est pas une question, c'est une question de tempo. C'est une question de disponibilité, parce que vos personnages sont là, et ils vous tannent, vous ne pouvez pas partir loin. Enfin, vous êtes tout le temps en train de gérer des problèmes avec eux. Et moi, je gère très mal l'argent d'ailleurs, à tel point que quand la francophonie m'avait donné ce prix, j'ai trouvé moyen, en pleine assemblée de Kofar, de dire l'argent, je vais réhabiliter le marabout de mon ancêtre. Donc, je ne sais pas si beaucoup de monde a compris ce geste que je faisais. J'avais un peu d'argent, eh bien, il allait à mon arrière-grand-père du XIVe siècle pour le faire. L'argent, c'est important parce que quand vous exercez deux métiers qui sont complètement antinomiques, le journalisme et l'écriture, c'est terrible. C'est une violence extrême. Parce que le journalisme vous demande d'informer, la littérature vous demande de créer et d'inventer. Le journalisme vous demande un style, une grille, une façon de l'écrire. Vous n'avez
qu'une envie, c'est de faire du style qui est le style, c'est l'écart par rapport à la norme. Donc voilà, une violence dans laquelle on est. Deuxième chose, vous avez posé à Nancy la question, êtes-vous féministe? Moi, je voudrais dire oui, 1000 fois oui, je suis féministe. Et il le faut être maintenant plus que jamais. Peut-être qu'en Europe, on est un peu dans une phase où on a dépassé, et encore, ce n'est pas du tout sûr. Je pense que dans notre monde à nous, par rapport à la condition de plus en plus en recul dans le monde musulman, il faut absolument ne pas brouiller les cartes et ne pas dire « Ah oui, je suis un peu féministe, je suis féminine mais pas féministe, etc. » Non, je parle de notre monde à nous. D'autant plus qu'il y a toutes sortes de féministes qui sortent maintenant, hein, le féminisme islamique, culturaliste, etc. Moi, je suis féministe et féministe universelle, c'est-à-dire pour toutes les valeurs, quelles que soient, c'est pas parce qu'elles viennent d'Occident, toutes les valeurs universelles d'où qu'elles viennent. Troisième question, l'exil. Alors, l'exil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Bourguiba s'exile, c'est fabuleux. Il fonde un monde, un État. Quand moi je m'exile, ça fonde rien du tout. D'autant plus que c'est un exil choisi. Donc, qu'est-ce que l'exil pour moi? Et d'autant plus que je suis à Paris, à 2 heures d'avion, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'exil véritablement. Il n'y a pas d'exil de l'espace parce que je peux reconstituer mes espaces tant que je le veux. Mais le temps, non. Il y a un exil dans le temps. C'est pour ça que je dis, mon éditeur est là, il le sait, que quand je retourne et que je vois ma mère qui a des cheveux blancs, je me dis, le temps a fait son effet. Eh bien, le temps est passé et j'étais en exil. Quand je suis en France et que la révolution tunisienne a lieu et que je ne fais pas partie de ceux qui descendent dans la rue, je suis en exil. Donc, c'est un exil par rapport au temps. Voilà. Donc, alors, mais quelque part, moi, l'exil, l'absence de frontières, tout ça, ça me va. Je ne veux pas rester ce que je suis. Je ne veux pas être entre des frontières. Et je veux, donc c'est pour ça que je m'éloigne de ce vocabulaire d'exil et tout ça. Je me cherche tout le temps une patrie. Et j'aime bien ça. Bon, pour le moment, je crois l'avoir trouvé dans une langue. Puisque à partir du moment où je me suis pas posé la question, mais pourquoi tu es venu en France? Eh bien, c'était pas pour le diplôme, c'était pas pour m'enrichir, je me suis jamais enrichie, c'était pas pour un mari, mon mari français. Je me suis dit un jour, eh bien, je suis venue pour elle, pour la langue française. Donc, ça fait un peu bateau de dire que la langue française est une demeure. Je pense que c'est plus que ça. Je suis, en fait, dans une quête, ça va horrifier certains, de non-identité. Voilà où j'en suis. Juste peut-être préciser, qu'est-ce que vous entendez par non-identité? C'est-à-dire être, vous savez, quand vous êtes ancré quelque part, quand vous êtes vraiment enraciné, c'est là où vous êtes la plus ouverte au monde. Moi, je suis d'une région qui s'appelle le Kef, où je n'avais pas de parents francophones, j'avais des parents traditionnels. Mon destin était celui de ma mère, en principe, et de mes sœurs qui ont été empêchées d'aller à l'école. J'étais enracinée là-bas. Et je n'ai jamais douté de cette identité qui va de siècle en siècle, et je fais toujours donc ce qu'il faut pour réhabiliter ce qui se passe dans ce village. Mais je crois que à la mesure de cet ancrage s'ouvrent les fenêtres du monde, et vous êtes et il y a une sorte d'élastique qui vous mène très très loin. Donc la non-identité, c'est être de l'identité de l'autre, c'est être un autre en même temps. Je le dis un peu dans Molière et Sherazade, c'est cette soif, justement, c'est pour ça que je n'aime pas les termes de tolérance, par exemple. Je vous tolère, bon, je veux bien que vous existiez là. Non, je veux devenir vous. C'est différent. Je n'aime pas non plus, je suis moi et je vous aime en tant qu'occidental et oriental, mais vous restez là où vous êtes. Non, je veux devenir vous, c'est-à-dire une autre personne, faire cette expérience de l'autre, c'est ça qui m'intéresse. Et je ne sais pas si là-dedans je vais perdre mon identité, je vais m'égarer, mais oui, vivement l'égarement, pourquoi pas. Et vous aussi, Nadia Arab, vous êtes égyptienne, oui. Tunisienne maintenant, mais vous êtes française. Et française, d'accord. Et vous parlez d'exil aussi, oui, dans vos nouvelles. Oui. Pour moi, l'exil est important et il est fondateur d'écriture parce que, en fait, j'ai 3 villes
auxquelles je suis très attachée, dans lesquelles j'ai vécu. J'ai le Caire, Tunis et Paris. Et dans chacune de ces villes, j'ai les quartiers que j'aime, j'ai des repères qui me sont très très chers et des personnes aussi. Ma famille est, disons, elle est éparpillée entre 3 pays. Et donc, je suis toujours en manque de quelque chose, toujours en manque au moins de 2 pays. Et cette notion de manque est un aiguillon très fort pour l'écriture, parce que quand on est loin de ce qu'on aime, on le voit de façon plus aiguë peut-être, ou bien avec davantage de lucidité, avec davantage d'acuité. Hein. Que ce soit les défauts ou les qualités, on voit les deux, on a du recul et on voit les deux, et avec l'émotion que nous crée la nostalgie, le manque, eh bien tout ça prend une ampleur assez intéressante et ça pousse à l'écriture. Voilà. Est-ce que je peux parler du féminisme? Oui, bien sûr, bien sûr. J'adorerais vous écouter là-dessus. Bon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes de militer pour la libération de la femme. Et on peut militer par l'écriture, par la danse, par le spectacle, par l'enseignement, par l'engagement militant, de beaucoup de façons. Je crois qu'il y a une façon qui milite en fait pour la libération de la femme, mais dont on ne parle pas beaucoup. C'est le fait d'être. Être quelque chose qui ne vous était pas dédié, qui vous était presque interdit. Alors, par exemple, il y a certains métiers qui sont de manière traditionnelle réservés plutôt aux hommes, parmi lesquels le métier d'ingénieur. Moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur en Égypte dans les années 70, on était à peine 10% de filles à la fac de Polytechnique. Ensuite, j'ai fait 2 DEA en France dans ce domaine. Les 2 fois, j'étais la seule fille en France. Ensuite, je suis arrivée en Tunisie en 1981. J'ai intégré l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Et dans le département où j'étais, sur 15 enseignants, j'étais la seule femme. Aujourd'hui, dans le même département, dans la même école, il y a 2/3 des enseignants qui sont des femmes. Pas la moitié, les 2/3, c'est-à-dire une forte majorité. Ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent. Elles évoluent en douceur et avec une vitesse qui n'est pas négligeable. Et je ne peux pas oublier, une fois, il y avait un forum entre les industriels et les universitaires. Et il y avait le PDG du plus grand groupe industriel tunisien qui est venu exposer comment il a construit son empire. Les étudiants étaient sidérés, ils n'osaient pas parler tellement c'était impressionnant. Et puis, il y avait une petite étudiante que j'encadrais, petite, mince, fluette. Elle s'est levée, elle a dit « Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais poser une question. J'ai vu que dans votre groupe, il y a beaucoup d'ouvrières, une grande majorité d'ouvrières, mais il n'y a aucune femme au cadre ou ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?» Silence de mort. Mais dès qu'elle a eu son diplôme en poche, le PDG l'a embauchée. 5 ans après, elle était directrice d'une des sociétés du groupe. Après, elle a quitté pour fonder sa propre entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut de l'audace. Il faut oser. Merci, madame. J'aimerais qu'on parle d'une thématique qui est celle d'une cause. Est-ce que l'écriture a-t-elle nécessairement une cause? Alors, je ne vous ai pas oublié Djali Amadou Amal et Penda Diouf. Et je pense que justement, c'est l'occasion pour Djali Amadou Amal de s'exprimer sur ce sujet, parce que justement, dans son roman Les Impatientes, elle brise les tabous des violences faites aux femmes au Sahel. Et donc, j'aimerais lui poser la question, je pense qu'elle m'entend. Quel rôle peut jouer la femme écrivaine dans le combat pour les femmes ? Eh bien, on dit que l'écrivain est le miroir de sa société. Le premier rôle que nous devons jouer, justement, c'est de faire prendre conscience aux uns et aux autres, aux femmes, mais également aux hommes, de la condition réelle des femmes, de leurs souffrances, de leurs ressentis, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles pensent. Quand j'ai publié ce roman, dans sa première version, Mounial, les larmes de la patience au Cameroun, eh bien, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont approché et qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas que c'est ce que ressentaient les femmes quand elles vivent dans un foyer polygamique et autres. Et puis, quelquefois aussi où on perpétue les violences sans se rendre compte finalement qu'on est en train vraiment de le faire. Donc, voilà.
je pense aussi que le fait que une femme prenne la plume pour pouvoir parler justement des problèmes des femmes, ça peut être avec une autre sensibilité, avec cette douceur, mais en disant quand même les choses vraies, eh bien, c'est très important. Et évidemment, la littérature est là aussi pour faire avancer les causes. Et vous, Penda Diouf, est-ce que vous pensez que l'écriture, en tout cas votre écriture théâtrale, doit nécessairement porter une cause ? Alors, il est vrai que moi, en tout cas, la genèse de mon écriture et de mon envie d'écrire, elle est souvent dans un ressenti et une forme de colère que je peux ressentir face à un sentiment d'injustice ou face à des injustices qui peuvent se dérouler par le monde. Et de ce fait, c'est vrai que mes textes sont souvent reliés à une thématique très forte, à une cause et plutôt aussi à des points historiques qui ont pu être oubliés, invisibilisés ou voilà, des sortes d'angles morts en fait liés à l'histoire. Et ça, c'est des choses qui à la fois m'intéressent. Et puis je pense aussi, pour répondre à la question que vous posiez à Djaïli, que les femmes sont également habituées par l'éducation qu'elles ont reçue et par la société dans laquelle nous vivons à développer à la fois des sentiments d'écoute et d'empathie. On va retrouver beaucoup de femmes, ce qui était dit tout à l'heure, dans les métiers liés aux soins, aux enfants et moins dans les métiers d'ingénierie. Et de ce fait, je pense qu'elles ont aussi un rapport autre au monde parce qu'elles le subissent d'une certaine façon. Elles ne sont pas toujours malheureusement aux manettes. Et cela peut être un ferment à l'écriture et à l'envie de raconter certaines choses, de raconter un point de vue qui soit situé, puis et peut-être d'une façon autre de réparer voilà, les blessures qui peuvent, qui peuvent toucher l'humanité dans son ensemble. Merci. Alors, pour poursuivre sur cette idée de cause, Nancy Houston, j'ai entendu lors d'une conférence que vous avez donnée quelque chose qui m'a un peu surpris. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'en parler, et pour moi en tout cas, de mieux comprendre. Vous dites que la littérature est réservée à une caste de privilégiés et qu'en voyageant en Afrique ou en Amérique du Sud, vous vous êtes rendu compte que si vous aviez, vous, la possibilité d'écrire et nous, la possibilité de lire, c'est parce que des crimes ont été commis. Et vous dites qu'il faut savoir poser sa plume, parce que seule, la beauté ne pourra pas sauver le monde. Et j'aimerais comprendre, en fait, parce que je n'ai pas compris. Oui, ça m'a frappé ces derniers temps que le roman est né dans les pays qui avaient profité de l'esclavage, en fait, et du colonialisme depuis le début. C'est l'argent qu'il faut, l'argent qui a été dégagé par la révolution industrielle, etc., pour éduquer une très grande proportion de la population, pour dégager du temps libre. C'est toujours la question de l'argent et le temps, dont on parlait tout à l'heure. Ça a permis l'éclosion de la forme romanesque en Angleterre, en France, en Russie, aux États-Unis ensuite, etc. Et les pays qui n'ont pas vraiment de tradition romanesque, on peut voir que c'est les pays qui ont été spoliés et exploités, et ainsi de suite. Moi, quand je dis parfois il faut poser la plume, c'est vrai que je suis frappée d'être là en train de parler encore ce qu'on considère comme les affaires de femmes, alors que le monde court à sa perte, en fait. C'est ça. Quand on pense au réchauffement du climat, quand on pense aux différentes catastrophes qui nous ont donné, quand on pense à l'extraction du pétrole, à la guerre, à l'industrie militaire et ainsi de suite. Donc, en fait, ma nouvelle idée, à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux, c'est que les femmes, en fait, tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute non pas aux hommes, mais aux hommes dominants, aux mâles dominants.
c'est eux qui dirigent les multinationales, qui dirigent les pays, les gouvernements, les entreprises, et les armées. Donc, je trouve que nous avons la possibilité, nous les femmes, de changer le monde en ne faisant l'amour et les bébés qu'avec des hommes doux. Voilà mon nouveau combat. Les femmes, nous avons sélectionné, en fait, depuis des millénaires, pour des raisons très, très compréhensibles, des hommes forts, parce que quand on n'avait pas encore de contraception, ni de frigidaire, ni de micro-ondes, ni de crèche, etc., on avait parfois besoin d'être protégé. Maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin de force physique pour... maintenant, c'est souvent la force économique. Et donc, il faut qu'on arrête de faire l'amour et des bébés avec les hommes forts. Il faut faire l'amour et des bébés avec des hommes doux, des hommes gentils, des hommes qui n'ont pas d'argent. Voilà. Et comme ça, on va changer le monde. Aïda Diop, est-ce que vous considérez, vous, qu'il y a une cause qui est défendue dans votre livre? Moi, je voudrais vraiment parler de l'écriture. Ça a été catharsis pour moi, ça m'a beaucoup libérée. J'ai tenu un journal intime, je n'avais personne autour de moi et l'écriture m'a beaucoup apaisée. Et donc, pour parler de l'écriture, beaucoup m'ont reproché d'ailleurs, me disant que je me suis beaucoup répétée, disons, dans mon introduction pour parler de l'écriture. Ils m'ont beaucoup reproché, mais je voulais vraiment parler. Pourquoi l'écriture? Pourquoi j'en suis arrivée là? Je suis une femme qui ne parle pas beaucoup. Et en écrivant, ça m'a honnêtement beaucoup libérée. L'écriture est catharsiste. Et nous, les femmes qui écrivons, la question que je me pose, qu'est-ce que nous cherchons à donner? Et en me relisant, je me suis dit que c'est nous essayons de donner des leçons. Et mon livre est ce sont des expériences en fait, des expériences. J'ai parlé de tout ce qui tournait de ma vie, de mon milieu social, de mon travail, de mes enfants, de mon mariage. Et c'est dommage, je voulais discuter avec ma consoeur Jamil qui parlait de la polygamie que je subis. Et c'est dommage, j'ai fini son livre hier, un livre que j'ai cherché, qui était très rare à Dakar, que j'ai eu à la dernière minute en venant à Tunis. Je l'ai fini hier et c'est dommage, je voulais discuter un petit peu parce que je vois une différence dans son écriture par rapport à la polygamie, comment elle expliquait avant, comment nous vivons et ça a complètement changé honnêtement par rapport à nous. Nous sommes des femmes moins soumises. Nous acceptons, je dis nous, parce que c'est la religion musulmane, nous sommes obligés, mais c'est dommage, je voulais discuter avec elle de ça. Et donc, je dis que l'écriture, vraiment, elle est catharsis pour moi, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a libérée. Merci Aïda. Et vous, Germaine Akoni, est-ce que dans vos spectacles, vous considérez qu'il y a une cause à défendre? Écoutez, la littérature m'inspire beaucoup et quand j'ai lu Mourambi ou de Boris Boubacar Diop, j'ai lu ça, il m'a offert et quand j'ai vu qu'il y avait le voisin je me suis dit, oh là là, peut-être que moi aussi je peux tuer mon voisin, je peux être aussi à la place de l'autre. Et je me suis dit, il faut que j'écrive pour laver tout ce sang. Et donc, je me suis mise en quête. Je dis, et puis en plus, souvent, les médias en Europe parlent de nos problèmes et nous ne parlons pas de nos problèmes. Donc, en tant que femme, je voulais élever ma voix pour parler de ce génocide au Rwanda. Donc, même quand ce génocide a eu lieu, il y avait un match, je crois, un grand match de foot, et l'Afrique ne s'est même pas aperçue à ce moment-là qu'il y avait le génocide. Donc, en lisant ce livre, je me suis dit, et j'aime beaucoup travailler
en collaboration avec d'autres chorégraphes. Et je me suis dit, il faut que je travaille avec un japonais. Japonais? Oui, Kota Yamazaki, Fagala, c'est là. Et quand j'ai rencontré dans la tradition japonaise son travail, et ensemble, nous avons créé, en lisant le livre de Boris Bobakato, et aussi à un moment donné, vous savez, le viol, c'est une arme de guerre. Et en créant tous les deux, je me disais comment arriver à sensibiliser les gens. Et j'avais pris que des hommes, comme pour qu'ils sentent que ce sont les hommes en général qui font les guerres. Je voulais que ces hommes sentent en eux le côté féminin et le côté masculin, en eux, surtout le côté féminin, de sentir le viol quand on vous arrache un enfant, etc. Et il n'y avait que des hommes, et des hommes sénégalais qui n'ont pas eu peur. Je les ai choisis parce qu'ils aimaient leur mère. Ils avaient une tendresse pour leur mère. Et ils n'ont pas eu peur de montrer leur côté féminin. Et donc, à un moment donné, j'étais tellement... Il y avait beaucoup de difficultés pour parler du viol. Et Kota Yamazaki me dit, bon, écoute, on en a parlé, et lui, il a montré ce côté tellement fort. Il a pris un jeune danseur, il a couvert la tête, et ce jeune garçon montrait la façon de copuler. Et dans la salle, j'observais les gens, mais les gens riaient jaune, les femmes riaient jaune parce que c'est tellement réel. Et moi, je n'arrivais pas à le faire. Et lui, il a réalisé. Ce que je voulais dire, c'est que en tant que chorégraphe, je travaille avec un homme. Nous avons discuté des problèmes qui nous concernaient. Et moi, ce que je ne savais pas faire, il a pu le faire. Et moi, lui, ce qu'il ne pouvait pas faire, moi, je l'ai fait. Et ça a été une collaboration, j'en tremble encore, de montrer cette force de violence pour montrer que grâce au travail chorégraphique et au corps, on peut montrer soit la violence ou la douceur de ce qui se passe. C'était toute une poésie. Et puis en plus, poésie. Bon, le génocide n'est pas une poésie, mais nous l'avons montré sous une forme où les gens pouvaient être sensibles à tous les génocides du monde. Et donc, j'en suis encore très émue. Et ce qui est quand même curieux, c'est quand un chorégraphe homme a que des femmes, on lui demande jamais pourquoi vous avez que des femmes pour les gérer. Et moi, j'avais que des hommes. Et chaque fois, on me disait, mais pourquoi vous avez des hommes? Eh bien, je dis, eh bien oui, je peux être chorégraphe. Et ces hommes me considèrent comme leur mère et ils n'ont pas eu peur de montrer leur côté féminin. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Merci, Germaine Aconi. Je pense qu'il est temps de passer à une lecture. Il s'agit du prologue de Piste, qui est un texte qui a été écrit par Penda Diouf, qui va être lu par Nancy Houston. Prologue. Te souviens-tu des dunes? Te souviens-tu des dunes de Namibie? Te souviens-tu des dunes de Namibie et du roulis du sable sur leurs flancs, de la mélodie de leurs flancs, de l'aine des dunes de Namibie d'où s'écoulent des grains de sable, égrenés un à un, roulant sur eux-mêmes? Précipités dans la chute de reins vertigineuse de la dune, ils brûlent d'impatience de rouler sur le sol, loin de leur point d'origine. Un endroit d'où ils ne verraient plus, d'où ils ne verraient rien, car leurs yeux ont tout vu et leur rétine a brûlé. Ils chantent leurs complaintes dans un ruissellement tantôt féerique, tantôt maléfique, d'une mugissante. C'est la complainte du grain de sable rôti au soleil dans le désert du Namib qui roule, qui tombe, qui chute. Ce sont les pleurs sans larmes des grains de sable, témoins des morts millénaires.
témoins des corps décharnés, de la soif, de l'oubli des autres continents. Ce sont pour les corps pris au piège allemand que les grains de sable, égrenés par le vent, hurlent leur douleur. C'est le blues de Big Mama, dont les côtes pleurent ses enfants morts. Le désert du Namib, malgré la signification de son nom, bouclier, n'a pas suffisamment protégé. Pour la première fois, ordre est donné de n'épargner personne, hommes, femmes et enfants. À l'intérieur des frontières allemandes, chaque héros, avec ou sans fusil, avec ou sans bétail, sera fusillé. Je n'accepterai plus ni les femmes ni les enfants. Je les refoulerai vers leur peuple ou ferai tirer sur eux. Telle est la parole que j'adresse au peuple héros. Le grand général du puissant Kaiser von Trotta, également surnommé le requin. Sous ce soleil radieux, dans ce paysage lunaire désertique tellement beau que les larmes me viennent, des hommes sont morts. Des hommes sont morts. Seul le minéral se souvient. Le grain de sable qui cherche à fuir sa réalité, ses yeux, ses sens, il se souvient et se sauve. Il chante. Et quand tu viens, touriste, dévaler Crazy Dune, batifolé sur les flancs rouges de Big Mama, surfer sur sa croupe rebondie, n'oublie pas le chant de grains du sable. N'oublie pas ce cri muet de l'abandon, de la tristesse et de l'oubli, ce chant du siècle dernier qui résonne encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question à chacune d'entre vous, la même, et celle qui souhaite y répondre, je serais ravie de l'entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la génération de femmes, celles qui ont connu des mouvements tels que MeToo ou en Tunisie, Anazada? Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Vous avez le micro, Nancy. Moi, j'ai déjà dit, faites l'amour avec des hommes doux, mais faites l'amour avec des hommes doux. Je redis la même chose. Des hommes qui doutent, des hommes incertains, des hommes qui se souviennent, des hommes qui vous écoutent. C'est très important. C'est le seul espoir de sauver l'humanité. C'est ça. Ben moi, j'ai connu la polygamie aussi. Mais je n'ai pas accepté et je suis partie pour devenir ce que je suis. Donc c'est pas facile, mais en tant que femme, il faut essayer de rester soi. Je trouvais la force de partir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette force de partir et d'être maintenant ce que je suis. Fawzia Zouari, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, je pense, par rapport au contexte tunisien, nous sommes depuis 10 ans dans un combat d'avant-garde, d'arrière-garde. Nous étions dans un combat d'avant-garde, nous sommes passés à un combat d'arrière-garde, mais heureusement, il y a des femmes, je les vois, qui sont là et qui luttent comme des lionnes véritablement pour que nos acquis restent. C'est ça qui est important. Mais sinon, ouvrir ce chapitre-là, on en a encore pour une nuit entière. Que nos acquis restent, mais qu'ils évoluent aussi. Il y a tellement de combats. Déjà, si on arrive à conserver ce qui reste, c'est déjà beaucoup. Hein? Mais j'aimerais être encore plus exigeante. Non, mais on sait ce qui manque aux Tunisiens. Aux Tunisiennes, on le sait. Il y a 2 ou 3 choses qui manquent. Bon, malheureusement, on n'a pas pu. On aurait voulu, bien sûr, que le courant soit toujours dans cette modernisation, puisqu'on était quand même les lauréats en la matière dans le monde arabe.
Et malheureusement, on a vu se reposer des questions sur la polygamie, sur le tutorat ou le divorce. C'est quand même terrible. On a eu l'impression de reculer de 50 ans. Et donc, du coup, hop, alors il y en a qui vous disent c'est le refoulé, etc., c'est l'islamisme et tout. Je pense que il faut vraiment être vigilant, essayer de combattre, de conserver ses acquis. Et puis, il y en a d'autres qu'on connaît, qui sont en Tunisie, qui sont là, et pour les 2 ou 3 choses qui nous manquent, notamment sur l'héritage, elles sont là pour rappeler toujours que c'est une nécessité absolue et qu'on ne lâchera jamais. Allez-y. Je voudrais parler à la conclusion de mon livre, Expérience de vie vers une aube nouvelle, m'arrêter surtout sur cette aube nouvelle où je parle. Je vis la polygamie et j'ai entendu Tata Germaine dire qu'elle est partie. Moi, je suis restée et je reste toujours parce que j'ai des enfants et ce sont mes enfants qui me forcent toujours à rester dans ce ménage de polygame. Je leur veux une vie stable et pour parler de cette nouvelle, j'invite toutes les femmes comme moi, introverties, de sortir de leur cocon, parler un petit peu de leur vie, se réaliser, aller vers l'avant, regarder le monde autrement comme je le fais et avoir des projets, regarder le monde avec des yeux nouveaux. Je suis en train de regarder le monde avec des yeux nouveaux et j'invite toutes les femmes à le faire comme moi. Nadia Harab. Oui, moi je voudrais dire que toute femme doit prendre conscience, bien entendu, d'une forme d'oppression qu'elle subit, mais il faut aussi qu'elle prenne conscience que il y a beaucoup de rapports de domination dans notre monde actuel. Domination de l'homme, des femmes par les hommes, domination parfois de groupes ethniques par d'autres, de communautés religieuses par d'autres, de pays par d'autres, de groupes de pays par d'autres et tout ça. Et moi, je voudrais qu'on prenne conscience que toutes ces oppressions et toutes ces dominations sont liées entre elles. Et il n'y aurait rien de pire qu'une femme qui, pour se libérer de la domination masculine, se mette à opprimer des ouvriers qu'elle a, par exemple, sous ses ordres. Et ensuite, la dernière, disons, la forme de domination très préoccupante à l'heure actuelle et qui touche à tout le reste, c'est la domination de l'homme sur la nature. Et là, il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se passer. Avant, c'était la nature qui dominait l'homme. Ensuite, il y a eu une sorte d'équilibre. Et depuis la révolution industrielle, l'homme a des moyens technologiques terribles pour dominer et même pour massacrer la nature. Et ça, c'est très grave. Et si on parle du thème général de ces journées, qui est « Quelle humanité pour demain ?», eh bien, je crois qu'il faut vraiment une réflexion, et une réflexion multidisciplinaire, parce qu'il y a des chercheurs qui s'occupent de sciences sociales, d'autres de technologie, d'autres d'environnement, et en fait, ils sont très peu connectés les uns aux autres. Et pour résoudre ce problème de l'environnement, qui est vraiment dramatique à l'heure actuelle, et qui touche à des problèmes de domination dans tous les domaines, eh bien, il faut se mettre ensemble. Il faut qu'il y ait des recherches multidisciplinaires. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. On va laisser intervenir nos 2 invités qui sont à distance avec nous. Panda Diouf, vous travaillez beaucoup avec les jeunes dans le cadre d'un festival. Donc vous êtes en permanence en contact avec cette jeunesse et avec des femmes jeunes. Qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre ? Alors, pardon, juste avant de répondre à votre question, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur Nancy Houston pour sa lecture du prologue de Piste. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, merci beaucoup. Vraiment, c'est Nancy Houston, vous êtes quelqu'un que j'aime énormément, donc je suis très, très émue. Merci beaucoup. Et pour répondre à votre question, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on se souvienne des combats passés, c'est-à-dire qu'on n'est pas la première génération de femmes à lutter, il y en a eu plein d'autres avant nous. Donc, surtout ne pas oublier qu'elles ont été présentes, qu'elles ont lutté, qu'elles nous ont transmis des choses et que c'est à nous maintenant de transmettre ces choses-là à la génération qui vient et peut-être aussi dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules
et que même si je ne suis pas à fond dans les réseaux sociaux, mais malgré tout, je dois leur reconnaître quelque chose, c'est que ça permet de sortir de son isolement, de son sentiment de solitude et de l'impression en fait qu'on est le seul ou la seule à vivre les choses qu'on vit. Et ça permet de créer de la solidarité voilà, à plus ou moins grande échelle, et ça, je trouve ça assez incroyable aussi, et voilà, dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules et de se rappeler de tous les combats qui ont été menés avant nous. Voilà, merci. Merci. Et vous, Amal? Eh bien, si moi j'ai un message à transmettre à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, c'est d'abord de prendre conscience des violences. Vous savez, quand on parle de féminicide, ça commence toujours par une violence verbale, une violence économique, des insultes, une petite gifle de temps en temps, il vous parle mal. Et ensuite, après la gifle, viendra, voilà, il vous bouscule, et puis un coup de poing, et puis voilà. Et ensuite, évidemment, ça bascule. Si j'ai un message, et un seul, mesdames, à la première insulte, à la première gifle, prenez vos jambes à votre cou. Chez nous, les Peuls, on dit la fuite est la plus grande forme de courage. Alors, pour sauver votre peau, n'acceptez pas la violence. Fuyez ou alors résistez, et déjà dès la première insulte, répondez et n'acceptez jamais que ça aille plus loin que ça. Et puis, les femmes devraient arrêter surtout de reproduire les violences. Elles devraient arrêter voilà, de perpétuer les violences sur leurs propres enfants. On se rend compte que quand on parle de mariage précoce et forcé, comme quand on parle également de mutilation sexuelle génitale, de la polygamie et autres, c'est toujours les femmes qui perpétuent ces violences envers les autres. Et quelquefois, elles ne se rendent même pas compte. Alors, mesdames, arrêtons cette violence-là à notre niveau et protégeons nos filles, protégeons nos enfants. C'est mon dernier message. Merci beaucoup, mesdames. Merci au public. Vive les femmes libres penseuses.